On va commencer le deuxième cycle, si vous avez bien suivi le programme. J'accueille Philippe Potier, qui est administrateur à l'association Robagri, mais il va vous expliquer mieux que moi le rôle de l'association. Et l'objectif, c'est d'introduire un petit peu le débat sur l'état des lieux de la robotique. Et puis, on attaquera ensuite avec une table ronde sur les perspectives. Voilà, merci. Merci. Alors moi aussi, je ne suis pas grand, alors je vais essayer de... J'arriverai pas à tenir sur la pointe des pieds toute la séance. Non, ça va aller comme ça. Ah, c'est bon. Alors, vous allez vous dire, c'est quoi cette histoire? Il représente Robagri, il fait partie du comité administratif de Robagri, mais il a une chemise qu'une. Bah oui, dans Robagri, c'est que des bénévoles. Donc j'ai une double casquette. Je suis d'abord un employé de la société Kuhn qui est connue dans le Grand Est, j'espère. Donc je suis basé à Saverne et je suis responsable de la partie essais, prototypes et innovation sur le site de Saverne. Voilà, donc double casquette. Et on pourra parler de certaines choses qui ont été déjà réalisées. Alors, Robagri, c'est quoi? C'est une association qui a été créée en 2017. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été présenté juste avant, c'est que ça va être une association qui est très, très complémentaire à ce qui n'a pas été vu avant. Ça a été un petit peu abordé là dans les questions, qui est par exemple la réglementation. La base, ça va être que de toute façon, il n'y aura et il ne peut pas, même si aujourd'hui il y en a, avoir de robots agricoles vendus chez des agriculteurs qui tournent seuls dans des parcelles. Aujourd'hui, l'État, au CIMA, il y a eu des choses qui ont été présentées, l'État, le ministère, a interpellé ses constructeurs parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engin et parce qu'il n'y a pas de normes qui régissent ces engins-là, qui peuvent faire qu'ils soient dans les parcelles. Donc elle a aussi réponse de tout à l'heure, qu'est-ce qui se passera si mon robot il peut tourner 24/24, ce qui n'est déjà pas vraiment le cas parce qu'on ne peut pas désherber tout le temps dans la journée, il y a des actions où on ne peut pas les faire avec la météo, etc. Mais même, de toute façon, aujourd'hui, il faudra que l'État et que la législation légifère pour ça. Donc en fait, l'objectif initial de Robagri, c'était de regrouper un certain nombre d'acteurs et de travailler sur le sujet. Donc les acteurs, ils ont été assez vite identifiés. C'était, on va dire, les constructeurs, alors que ça soit de l'industriel déjà mûr qui fait de la machine agricole, mais qui n'a pas forcément de robotique, mais qui y réfléchit, à la start-up qui ne vient peut-être pas du monde agricole, mais qui pense qu'elle peut faire un robot agricole, why not? Donc on retrouve ces gens-là. On retrouve aussi les fournisseurs de composants, les fournisseurs de capteurs, etc., qui sont aussi dans un collège. Et ensuite, donc ça forme, on va dire, le pôle physique. Et après, il y a deux gros secteurs, qui est la recherche et les agriculteurs. Donc le but étant de mettre en commun des choses, de partager demain des questions qu'on remonte à l'État et de pouvoir définir des règles, on va dire des règles du jeu pour la robotique agricole, et la robotique agricole française en particulier, sachant qu'aujourd'hui, Robagri est la seule association dans le monde qui est née en 2017, qui a cette force, et on est envié par nos amis allemands qui aimeraient bien faire la même chose chez eux. Donc pour une fois, au niveau de la partie agroéquipement, la France est en avance. Voilà, alors les solutions des membres, à chaque présentation, il faudrait refaire la dia, hein, parce qu'entre les gens qui sont arrivés, les gens qui sont partis, pour des raisons, voilà, quand on est une start-up, il y a des fois on a la bonne idée, on n'a pas les coûts ou les subventions qui vont bien jusqu'au bout. Voilà, donc on retrouve des gens divers et variés, de la petite structure que vous ne connaissez pas, hein, peut-être Neropi, qui ne fait que de la surveillance dans les parcelles, hein, à des gens comme Gentil, Kuhn, on parlait tout à l'heure de l'élevage, qui ont des robots d'élevage qui peuvent tourner dans les fermes. Donc les membres, je reviens, donc les membres type start-up et industriel, j'ai les pourcentages, juste pour comme ça on a l'info. Ouais, ça représente 35%. 35% des membres de l'association, donc sur les 85, sont des gens qui aujourd'hui ont une velléité à être intéressés par la robotique. Les équipementiers, donc là vous allez trouver un petit peu de tout, il y a des gens qui viennent au fur et à mesure, il y a un stand tout à l'heure que vous verrez d'Enedis, qui est un des derniers prétendants qui est venu l'an dernier nous rejoindre sur Robagri, voilà, donc là ça représente 25%. On va avoir les instituts,
les instituts de recherche. Alors, il n'y a pas Arvalis. Hein. On se demande pourquoi, mais voilà, il n'y a pas Arvalis. Je passe le message comme ça. Voilà, donc vous voyez, on retrouve de tout. Comment? Voilà, donc des écoles, hein, Unilassal, AgroSup, voilà, pas mal de monde, des gens qui sont actifs. Et bah, la partie représentant des agriculteurs ne sont pas forcément des agriculteurs en direct, hein, mais donc ça va être, voilà, on sait que la robotique a beaucoup commencé par le maraîchage et par les vignes. Donc on a le comité de Champagne qui est vraiment actif parce qu'il pousse là-dessus. On a Cérésia qui peut être un petit peu plus connu dans le coin. Voilà, donc des membres divers qui vont être ceux qui représentent, on va dire, la partie utilisateur. Aujourd'hui, la vocation de RoBagri, et c'est le cas aujourd'hui, parce que dans le plan de relance de France Relance, RoBagri a été missionné dans le cadre des appels à projets à soutenir et à être garant de ce qui va se passer par rapport à tous ces points sur, on appelle ça robotique. J'essaie de souvent ne pas utiliser le mot robot. Il y a eu une question juste avant par rapport à cette notion d'intelligence artificielle. On en parlera tout à l'heure. Avant que l'intelligence artificielle puisse sur du fonctionnel travailler, oui, mais demain, par exemple, sur de la sécurité ou des choses comme ça, on est loin de ça. Hein. On a entendu la partie automobile, elle est peut-être prête, mais elle n'ira jamais sur la route. Alors, on a une force dans l'agricole, c'est qu'on n'a pas de voie publique. Donc, on est un petit peu décalé par rapport à ça. On ira peut-être plus vite dans les champs en autonomie que les véhicules sur la route, mais on a encore du chemin à faire. Alors, nos missions, hein, je ne vais pas vous les repasser, je préférais qu'on se garde pas mal de temps sur des questions diverses parce que je pense que c'est intéressant. Mais voilà, nos missions, c'est de la veille technologique, de la veille scientifique, donc bien sûr avec les instituts de recherche. C'est essayer de se mettre en commun. Voilà, on voit que les startups, il y a des fois, elles ont des très bonnes idées, mais pour aller jusqu'au bout d'un appareil, c'est compliqué pour eux. Donc, c'est créer des consortiums entre, on va dire, structures plus importantes, startups, scientifiques, et essayer de trouver des solutions communes pour les mettre en place. C'est un gros travail qui n'a pas été non plus cité tout à l'heure et qui sera super important, et pourtant vous l'avez tous vu il y a quelques mois, même maintenant des années, c'est la cybersécurité. C'est aujourd'hui, il y aura des gens qui se feront le plaisir d'hacker un engin autonome qui sera dans une parcelle pour lui faire autre chose que ce qu'il fait. Ça a été le cas pour les voitures, ça sera le cas pour la robotique. Donc cette partie cybersécurité, on parlait tout à l'heure d'interopérabilité, il faut que les engins communiquent, ramènent leurs infos, disent oui, mais sauf que ça ouvre des canaux, et c'est des canaux qui peuvent être piratés. Et donc ça, c'est une partie qui sera forte, parce que là aussi, si demain l'engin il est plus dans sa parcelle, et il est à côté sur la route nationale derrière le virage, on passera tous, entre guillemets, à TF1 le soir même, ce qui ne sera pas forcément bon pour la filière. L'idée était aussi d'essayer de développer des composants communs. On voit là le S4 qui sont des bibliothèques d'algorithmes. Si à un moment, il y a un algorithme qui fait bien la reconnaissance des mauvaises herbes dans le colza, si on l'a développé en commun, on le partage. Et si on ne l'a pas développé en commun, et voilà, on se le partage par des droits de licence, par des choses comme ça. Hein, voilà, tout a une valeur. Mais pourquoi refaire des choses sur des composants comme ça qui sont, tout à l'heure ça a été cité, je peux vous dire que les heures, on va dire, d'ingénieurs à développer, à trouver les solutions pour les algorithmes sont énormes et sont des coûts énormes. Et si on ne les partage pas et que chacun les fait, c'est l'agriculteur qui se retrouve pénalisé parce que forcément, il faut les rentabiliser. Il y a la mise en place de plateformes. Alors, plateformes de test, il y en a déjà quelques-unes en France. Donc là, c'est un grand débat. Chaque département, chaque région aimerait bien avoir sa plateforme. Donc là, il faut qu'on fasse attention à bien mutualiser les choses, à ce que ça soit complémentaire. Il y a tout le travail de normes. Et il y a tout un travail qui n'a pas forcément non plus été cité tout à l'heure, qui est l'apport des engins autonomes dans l'itinéraire culturel, mais dans l'itinéraire global. Pas simplement le fait que l'autonomie et les engins peuvent faire du désherbage mécanique parce qu'il y a un plan éco-phyto qui vient d'arriver. Ça peut aller sûrement plus loin. Il y a eu des brigues de ça tout à l'heure qui étaient de dire préservation des sols, tassement des sols. Oui, sauf qu'il faudra aussi aller jusqu'au bout. Parce que si on préserve les sols, du travail du sol jusqu'avant la récolte, mais qu'à la fin, on a des arracheuses de betteraves de 50 tonnes qui passent, tout ce travail-là, on l'a un petit peu gâché. Donc il y aura des choses sûrement à faire évoluer dans les itinéraires et dans les façons de travailler et dans les machines aussi de demain. Alors ça va être un gros chantier parce qu'en termes de coûts, on a parlé tout à l'heure aussi
il y a ce qu'on appelle les JAD, hein, journées agronomiquement disponibles. Aujourd'hui, quand vous avez 8 jours pour arracher vos X hectares de betteraves, c'est pas neuf, parce que de toute façon, après, il pleut et la sucrerie veut ramasser. Donc, il y a un moment des choses incompressibles, donc on ne peut pas allonger les temps non plus comme on veut. Voilà. Alors, qu'est-ce que les adhérents bénéficient de tout ça? Ben voilà, ils bénéficient d'un échange comme on l'a dans Robagri. Elle bénéficie aujourd'hui d'une vue sur l'Europe. L'OCDE, hein, vous connaissez, c'est un organisme européen sur la législation des tracteurs, par exemple. Eh ben, il y a eu une grosse convention qui s'est faite en partenariat avec l'INRAE, et donc INRAE Robagri, sur leur montrer où en est la France sur cette partie robotique, pour qu'ils puissent, entre guillemets, prendre leur marque là-dessus et voir comment ils vont pouvoir faire évoluer les règles de cela. Les principales actions qui ont été faites, hein, voilà, donc en 2010, il y a eu un livre blanc qui a été fait à l'État, et ce livre blanc, il a servi, ces 10 propositions ont servi à cette notion de plan de relance, hein. Il y a des choses qui ont été retenues. Il y a eu des appels d'offres qui ont été faits, des appels à projets qui ont été faits pour que certains constructeurs puissent bénéficier, pour que les agriculteurs, au travers les constructeurs, puissent bénéficier de subventions pour acheter certains engins, sachant que les engins aujourd'hui doivent encore être surveillés par l'homme. Voilà, on est membre de l'OCDE. Il y a un travail important, c'est qu'on a un groupe dans Robagri, il y a un groupe dans l'ACZEMA. L'ACZEMA, vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, c'est l'association, entre guillemets, à l'échelle française de tous les constructeurs de machines agricoles. D'accord ? Et tous ces organismes-là, c'est eux qui sont impactés pour définir les règles demain, les normes, faire évoluer les normes. Donc c'est un travail important, parce que si ce travail, on ne le fait pas, on a d'autres pays et d'autres constructeurs qui peuvent prendre la main, et puis qui peuvent aller dans un sens divers et varié. Je vais prendre par exemple le Japon, un truc tout bête, mais le Japon aujourd'hui interdise qu'on utilise un gyrophare rouge, parce qu'en fait, chez eux, c'est l'équivalent de notre gyrophare bleu en France. C'est des détails comme ça, c'est juste pour montrer qu'il faut être acteur dans ces groupes-là, ça prend du temps, parce que si on veut que les règles de demain les règles du jeu soient aussi pour tout le monde pareilles, bah c'est important. Voilà. La ligne verte, elle est importante. C'est une expérimentation française qui est lancée avec quelques constructeurs au travers Robagri, donc c'est Robagri qui a poussé. Tout à l'heure, on a parlé des engins, il va falloir les déplacer de parcelle en parcelle. Et un chemin communal, c'est une voie publique. Sur un chemin communal, un engin qui n'a pas de poste de conduite ne peut pas aller. C'est la règle aujourd'hui. Quand le code de la route a été fait, il n'existait pas d'engin sans cabine ou sans poste de conduite. Donc aujourd'hui, en théorie, du chemin communal qui va faire 4 mètres où je déplace pour ma parcelle, en théorie, je ne peux pas prendre mon engin et le déplacer à la télécommande de l'autre côté. C'est la loi. Voilà. On sait comment ça se passe, mais la règle est quand même là. Et donc, en fait, on travaille sur des expérimentations qui vont être faites dans les vignes, qui sont encore plus impactées là-dessus, parce qu'il y a des fois, en Champagne, la fourrière, entre guillemets, c'est le chemin. Il faut être honnête, le dernier pied de vigne, il va jusqu'au bout. Mais aussi en grande culture, pour faire évoluer le code de la route. Donc là aussi, c'est des choses que, si Robagri n'était pas là, on pourrait, en tant que constructeur, développer des engins, on pourrait, en tant qu'institut agricole et agriculteur, les mettre au point. Et bien à la fin, la législation ne sera pas là, en phase, pour pouvoir les utiliser. Donc tout ça, il faut le synchroniser, et tout ça, c'est très important. Voilà. Alors, il y a différents groupes de travail. On appelle tous les gens qui veulent rejoindre Robagri et qui veulent travailler au sujet. Voilà. Donc, on retrouve un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une grosse partie, justement, aussi éco-efficience. Éco-efficience de la robotique, c'est, entre guillemets, voilà, de la création ou de la conception des robots à leur recyclage. Parce qu'un robot ou un engin autonome aura quand même une durée de vie dans son état un petit peu plus courte que le Someca qui a été acheté par nos grands-parents, voilà, qui avait une boîte mécanique et voilà, que tout le monde sait démonter aujourd'hui encore. S'il a un peu d'esprit mécanicien, il saura redémarrer. Aujourd'hui, déjà sur un tracteur, c'est difficile, mais sur les engins autonomes de demain, ça sera encore pire. Voilà. Alors, il y a un gros point que Robagri a été missionné aujourd'hui, c'est le grand défi. Donc, le grand défi, ça fait partie de France Relance, là. Et donc, il y a différents sujets qui vont impacter l'agroécologie. Donc, c'est déployer des itinéraires agroécologiques intégrés. Donc, on voit que là, on parle pas de robotique. Déjà, la notion de robotique, je vais taquiner les organisateurs, mais quand j'ai reçu la fiche
avec pour moi le robot blanc, on est à côté de ça. C'est pas ça la robotique dans l'agricole, surtout pas. On est plutôt sur des engins autonomes qui demain auront de l'intelligence artificielle, donc qui seront peut-être plus proches du mot robot en tant que tel. Mais on est loin de ça, je pense. C'est notre avis, voilà. Donc voilà, mais il faut faire avancer les choses, il faut les tester, il faut les mettre au point, il faut les mettre en sécurité, il faut faire que les règles que l'on devra, en tant que constructeur, appliquer pour que vous, en tant qu'agriculteur, vous soyez en toute sécurité et que nos amis de la MSA aussi aient des bases de travail pour dire là, c'est une machine qui est conforme, c'est une machine qui n'est pas conforme, il y a un accident du travail qui n'est pas normal parce que la machine n'est pas conforme. On va tomber dans tous ces sujets-là. Voilà. Donc la conception, voilà, vous l'avez vu dans les constructeurs qui font partie de Robagri, on va du maraîchage Nayo, hein, qui sont des gens qui étaient là depuis le début de Robagri, voilà, à la vigne. Hein, on a des gens comme Excel avec Exact Robotique ou Yanmar. Hein, voilà, on a des gens plutôt dans l'élevage avec Gentil, Kuhn. On a des gens dans la grande culture qui aujourd'hui se dévoilent un petit peu moins. C'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un secteur qui, en termes de robotique, est plus prudent. C'est pas encore bien positionné par rapport au retour sur investissement que les agriculteurs auront, par rapport à l'achat des machines, etc. Il y a des choses qui ont été testées par certains et qui ont servi de base aussi par certains constructeurs. Alors je vais prendre cet exemple-là, mais en 2018, il y a quand même 50 hectares de maïs qui ont été réalisés en complète autonomie, après le travail profond et avant la récolte. Ça veut dire 5 passages, préparation du sol, semis, fertilocalisé, des herbages mécaniques inter-rangs, des herbages chimiques sur le rang, des herbages chimiques en plein, localisé post-levée. Donc voilà, tout ça en complète autonomie entre un constructeur et une start-up, donc, qui a permis aussi d'avoir des bases pour la grande culture, des chiffres à dire, oui, il y a des choses qui sont faisables, il y a des choses qui seront difficilement faisables. Est-ce qu'il faut plutôt des engins par métier, moins lourds, moins chers? Oui, dans un monde idéal, mais en fait, la réalité, en tant que constructeur, je peux vous dire, c'est non. Pourquoi? Parce que les capteurs de sécurité, c'est eux qui, à un moment, feront le coût de la machine. Et eux, on ne pourra pas y échapper. Donc, le risque, c'est qu'on ait des engins qui, en fait, au final, par rapport à leur fonctionnel, coûtent moins cher que la sécurité qu'on est obligé d'avoir dessus pour faire qu'ils puissent aller dans les champs, ce qui est une aberration. Mais c'est comme ça. Et donc, on sera obligé d'avoir des engins qui font, du coup, plusieurs actions, parce que sinon, vous n'arriverez pas à les rentabiliser, on n'arrivera pas à les rentabiliser au global, si je reste sur la filière. Bon, je ne suis pas sûr que je rentre dans le détail de différents slides, comme il a été dit, ils seront sur le site, sur le déchargement. Robagri sera à disposition pour vous répondre, hein, on retombe dans plein de sujets, donc, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des travaux ensemble entre industriels, ce qui n'est pas forcément naturel, peut-être en France plus que dans d'autres pays, de travailler ensemble, il y a des fois, mais dans cette association-là, on a su créer ce lien. Voilà, des actions, beaucoup d'actions pour le grand défi. Hein, ce qu'on voit là, elles sont portées sur la partie agroécologie. Ça, c'est important. Ça va plus loin que tester si le constructeur, dans son descriptif technique, fait ce qu'il dit. C'est vraiment de travailler sur ce qu'apportent au global ces engins-là sur la filière complète. On parlait tout à l'heure de la législation. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une directive machine. Hein. Vous avez, pour les agriculteurs ou pour les gens, vous savez que sur vos machines, vous avez une plaquette, c'est marqué CE. Mais pour tout consommateur, quand on achète un bien, c'est écrit CE. CE, c'est une autocertification que le constructeur se donne, mais basée sur des règles. Et ben, cette certification, en 2028, elle va changer. Elle va intégrer cette directive machine, la partie autonomie et robotique. Ce qui n'était pas le cas, parce que quand elle a été rédigée il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas d'engins comme ça sur le terrain. Donc ça met du temps. Je peux vous dire que c'est long. Il faut mettre des pays d'accord, il faut mettre des constructeurs d'accord, des législations d'accord. Et donc ce nouveau règlement sera applicable en 2028. Donc si j'exagère, je reviens au débat, avant 2028, tous les engins qui sont dans les champs ne sont pas aux normes. Parce qu'au mieux, ils collent à la directive précédente, mais qui n'intègre pas de robotique. Et comme la nouvelle directive sera que opérationnelle à partir de janvier 28, elle n'est toujours pas applicable. Donc voilà, c'est important. Mais donc ça veut dire qu'il y a du temps pour se préparer.
ce qui est important. Bon, règles de sécurité, voilà, vous les lirez. Voilà, je voulais revenir sur un point, parce qu'il y a une question qui m'a un petit peu taraudé tout à l'heure, et voilà. Voilà, ça c'est les gens. Donc vous voyez dans ce bureau, donc et en dessous il y a le conseil d'administration dont je fais partie, mais dans le bureau principal, eh ben, on retrouve une personne, un membre de chaque comité. Donc il y a un membre des constructeurs, il y a un membre des équipementiers, il y a un membre des instituts de recherche et il y a un membre des agriculteurs. Donc ça c'est important, on a gardé entre guillemets une équitabilité dans cette association pour pas que ça soit demain une association de constructeurs juste pour promouvoir la robotique comme ça leur va. Non, c'est pas le but du tout de cette association. Alors je reviens sur un point parce que je crois que c'est mon dernier slide. Ouais, après c'est plus voilà, s'il y a des liens, on est basé à Montauld. Basé à Montauld, c'est à l'INRAE, hein, c'est la base de l'association, mais voilà, on est un petit peu partout et on a de la délégation comme ça peut être avec moi aujourd'hui pour cet événement. Un point qui a été souligné tout à l'heure sur le fait de dire, bon, si l'agriculteur est malade, qu'il le remplace, il faut que la personne soit formée. Oui, ça c'est important. Mais un autre point qui sera encore plus important, c'est le niveau. Et c'est pas, s'il y a des concessionnaires qui sont là, c'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais c'est le niveau de support technique qu'il faudra. Là aussi, si on veut des engins, parce que c'est ça l'intérêt, une des premières problématiques de la robotique, on l'a peut-être oublié tout à l'heure, mais en tant que constructeur, les analyses qu'on a fait, c'est la main-d'œuvre. On ne trouve plus de main-d'œuvre pour aller faire ces actions. C'est pas le problème d'avoir une bineuse qui fait 24 ans, 12 mètres, c'est qu'on n'a même plus de chauffeur qui veut aller rouler le week-end parce qu'avant l'orage, il faut aller repasser. Donc c'est cette problématique-là. Et le problème, c'est que cette problématique-là, la robotique, c'est la résoudre. Mais la robotique, ça ne va pas être quelque chose d'infaillible. Il y aura des pannes, il y aura des erreurs. Et quand il va y avoir une erreur à 20 heures ou à 22 heures, que l'agriculteur ne saura pas répondre, mais qui va dire « Ouais, mais attends, il faut finir de semer mon champ parce qu'il me reste 2 heures de semis et demain, il y a un orage, donc il faut que ça tourne. » Eh bien, il va falloir qu'on ait des gens techniques, des concessionnaires, des réseaux de gens qui savent dépanner, qui savent intervenir, ou qui ont des solutions de remplacement parce qu'ils ont une machine, vu que potentiellement elle est moins grosse, moins lourde, moins chère, qui vont mettre à disposition l'agriculteur pour finir le travail. Peu importe les solutions techniques, et aujourd'hui elles ne sont pas ciblées, mais lors de notre trajet Robagri, il y a 15 jours, on a eu une intervention d'un regroupement de concessionnaires qui perçoivent cette problématique-là. Et pour répondre à une deuxième question pour les gilets vert clair, je pense que pour moi, à l'inverse, ça va leur redonner une valeur. Mais ça va aussi redonner une valeur parce qu'ils auront la disponibilité des agriculteurs. Parce que pendant que l'agriculteur, il n'est pas en train de faire ses allers-retours dans la parcelle, mais il est plutôt en train de regarder si c'est bien semé, et ben les petits gilets verts là, ils seront avec lui en lui disant « Ah là, attends, la profondeur, on n'est peut-être pas bon, il faut encore qu'on regarde. » Donc pour moi, on est plutôt en train de remettre de la valeur à l'agriculteur dans le bon sens du terme, et non pas le chauffeur de tracteur, avec la robotique. Voilà. Je suis dans les temps, je n'ai pas forcément respecté mes slides, mais vous les verrez et on sera là pour y répondre. Et je pense que l'intérêt, c'est plutôt d'échanger sur le sujet. Oui, je crois qu'on peut applaudir Philippe Potier. Merci. Ça nous évite de descendre.